Je propose que ce soit Françoise qui fasse le secrétariat, j'avais compris, et je vous propose que Laurent nous fasse le contrôle. Bien entendu, monsieur le maire. Donc, la dernière fois, nous avons voté les tarifs 2019 pour plein de choses. La mise à disposition de salles communales aux associations, la redevance d'occupation des terrains pour partage d'animaux domestiques dans la zone de solidarité, pour les tarifs des emplacements des aires de camping-car, pour les tarifs au port de plaisance, pour les tarifs des professionnels au port, de la manutention des aires de carénage et d'hivernage. Nous avons accepté d'effectuer une décision modificative au budget du port dans le but de réformer les biens du SIDER. Nous avons décidé d'acquérir des parcelles de terrain nu dans la zone de solidarité au tarif de 1,50 € pour le mètre carré en section AW numéro 16, enfin voilà. Nous avons autorisé des missions d'inspection par la mise en place d'une convention de mise à disposition par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée d'un chargé d'inspection en santé et sécurité au travail. On ne dit pas du travail ? Santé et sécurité au travail. Bon. Nous avons approuvé le choix de la commission d'appel d'offres et des marchés qui a retenu l'entreprise Effet Construction pour l'aménagement du parc l'eau numéro 3, skatepark, pour un montant de 749 985 € et 65 centimes hors taxe. Nous avons approuvé le choix de la commission d'appel d'offres et des marchés qui a retenu les entreprises Eiffage Route Ouest pour un montant de 239 849 € et 50 centimes pour l'aménagement du parking de la voie entre le casino et la plage des Belugas. Nous avons accepté de procéder au déclassement d'office des voies privées suivantes et de les intégrer dans le domaine public communal. Est-ce que j'ai toutes les... Il y en a un paquet, on pourrait gagner du temps. Gagner du temps. Et puis nous avons entendu des informations diverses. Le sujet à l'ordre du jour relatif à la demande de classement en station de tourisme pour la commune n'a pas été abordé puisque l'arrêté préfectoral à l'époque on n'avait pas. L'antenne Orange, nous avons abandonné le projet d'implantation rue des Palisseaux, mais nous poursuivons l'étude pour une installation sur un autre site, puisque dans le cadre du plan communal de sauvegarde, il est nécessaire que chaque propriétaire puisse être joignable par téléphone en cas de problème. Le pôle du skatepark est situé en partie haute à proximité du pont piéton, c'était pour répondre à une question. Nous avons vérifié que tous les propriétaires de la rue des Œillets du 15 au 36 ont été prévenus du transfert de cette voie dans le domaine communal. Il a été évoqué aussi le sujet de des maisons non entretenues sur la rue des Glaïeuls. Nous avons parlé aussi des travaux de digue ouest, secteur 1 et 2. Le secteur 1 va nécessiter des travaux supplémentaires par l'installation de pales-plans pour stabiliser le sol de ce secteur. Et puis nous avons parlé de l'école. Les enfants de l'école vont vendre sur le marché face au voisin. Voilà, monsieur le maire, quels étaient les travaux et délibérations prises lors de notre dernier conseil municipal? Merci. Il s'agit de l'approuver. Y a-t-il des observations? Des abstentions, des votes contraires, il n'y en a pas. Le compte rendu est adopté, donc ça y est, maintenant je peux parler du classement de stations. Alors je le redis, il y a deux procédures distinctes. La procédure de classement de l'office de tourisme qui fait l'objet d'un travail de la communauté de communes, puisque c'est elle qui a la compétence. Travail qu'on a réalisé avec les équipes de l'office de tourisme, des offices de tourisme l'an dernier, passage en catégorie 3 en mai, puis dossier de catégorie 1 en fin d'année. C'est le préalable au classement de la commune en station de tourisme. Donc c'est l'article 133-13 du Code du tourisme qui précise ce schéma. Au cours de l'année 2018, comme je vous l'ai dit, le classement a été obtenu et Laurent vient de le dire, nous n'étions pas tout à fait prêts lors du dernier conseil puisque le classement en catégorie de l'office du tourisme a été acté par arrêté préfectoral du 10 janvier. Du 10 janvier 2019, donc les conditions désormais sont remplies pour nous permettre de demander le classement en station de tourisme. Le classement des offices de tourisme est de 5 ans. J'insiste sur ce point parce que c'est toujours un classement avec des réserves, c'est-à-dire qu'il faudra améliorer un certain nombre de points. Pour ce qui concerne la Côte-sur-Mer, il faudra probablement une petite rénovation du bâtiment qui vieillit un peu, pas du bâtiment à l'intérieur, un rafraîchissement de l'office de tourisme. On y reviendra sûrement dans le cadre du budget primitif. En ce qui concerne la durée de classement en station de tourisme, elle est, elle, prononcée pour une durée de 12 ans.
Elle est définie par des critères sélectifs, exigeants, qui concernent la diversité des modes d'hébergement, la qualité de l'animation, les facilités de transport, d'accès, la qualité environnementale et les facteurs d'attractivité auprès des touristes. Alors, je peux le faire tourner d'ailleurs, parce qu'il sera à votre disposition si vous le souhaitez. Je vais faire tourner le dossier de demande de classement. Vous verrez que c'est un gros travail. Je remercie les services. Pour autant, je ne doute pas, vous voyez, je suis pour une fois très confiant, je ne doute pas de notre classement. Je vous dirais par contre qu'on a quelques contraintes au regard de la qualité de l'offre touristique dans la commune. Je veux dire, de l'école de char à voile en passant par le port, des plages en passant par le golfe, des animations que Bernard organise en passant par la qualité environnementale et l'environnement des réserves naturelles. On a un territoire qui ne manquera pas d'obtenir le moment venu son classement. 6 critères donc, des hébergements touristiques de nature et de catégories variées, des créations des animations culturelles d'Irano et des activités physiques et sportives, des savoir-faire professionnels au caractère historique et gastronomique, des commerces de proximité, ils sont nombreux, des structures de soins adaptées, un plan de local d'urbanisme et un plan de zonage d'assainissement, une information touristique en plusieurs langues autour de l'office catégorie 1 et des accès à la commune, une circulation intérieure, la mise en place de signalisation à portée des ponts. Il n'y a que le pont qui s'est rétréci un peu, mais on tâchera de l'améliorer encore. Ce classement permettra, alors c'est important, à la commune de bénéficier d'un surclassement démographique et surtout de bénéficier du produit de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement. Alors ça c'est un peu technique, mais vous le verrez quand on abordera la question budgétaire. Probablement, je pense qu'on sera prêt fin février, début mars, on a pratiquement bouclé le compte administratif. La commune, quand elle est classée station de tourisme, elle reçoit une part des droits de mutation en direct. C'est-à-dire que quand il y a une mutation dans la commune, la commune reçoit une part directement de ses droits de mutation. C'était de l'ordre de 120 000 € en 2017. Lorsqu'elle n'est pas classée, elle reçoit une péréquation départementale de la taxe. Et je suis incapable de vous dire de combien, mais on est plutôt sur un calcul de 50 000 € au lieu de 120 000 €. Par prudence, au BP 2018, nous avions mis 90 000 € dans le budget. Et dans le constat que nous avons fait lorsqu'on a regardé le compte, c'est une recette qui, c'est pas nous qui l'avons cherchée, c'est l'État qui nous la donne. L'État a donné 3 mois de taxes additionnelles, parce qu'ils ont pris du temps à se rendre compte qu'on n'était pas classé. Alors, on n'a rien à dire, parce que 3 mois c'était ça de prix, mais nous n'avons pas de péréquation départementale, parce que la péréquation départementale, elle se calcule à la fin de l'année, et c'est une péréquation que les services fiscaux calculent avec le département. Donc on aura le versement de la part, code-part départementale, au cours de cette année 2019. Autant vous dire que dans le compte administratif, vous constaterez que là où on avait 120 000 € en 2017, là où nous avions inscrit 90 000 € au budget 2018, nous allons toucher 16 000, c'est-à-dire les 3 mois. Donc il y a un écart d'au moins 75 000 € dans nos produits attendus. Alors, vous verrez, ça a forcément un effet sur l'épargne, parce que c'est d'une recette de fonctionnement, donc ça impacte l'épargne directement. Donc ça dégrade, vous verrez, notre épargne du compte administratif 2018, mais en même temps, il n'y a pas le feu au lac, enfin, relativement, puisqu'en 2019, on aura le versement de la part départementale 2018, et tout ou partie du versement départemental 2019, jusqu'au moment où nous aurons le nouveau classement en station de tourisme, c'est-à-dire à nouveau le versement direct des droits de mutation. Alors, pour compléter le dossier, la commune doit déclarer par ailleurs qu'elle n'a pas fait l'objet durant les 3 années qui précèdent l'année de demande d'infraction aux législations et réglementations sanitaires, ce qui est le cas, ce qui va être attesté par une attestation de l'ARS que la directe nous a, dont la directe va s'occuper, pardon. Alors, la difficulté, là, je vous le dis, parce que c'est la machine administrative. Alors, ça n'arrive pas souvent, comme vous l'avez compris, ça arrive tous les 12 ans. Mais là, on était dans un schéma qui date depuis 2006, on aurait dû
réobtenir le statut de station classée. Il n'a pas été demandé ni pour l'office ni pour la commune, donc il tombait. Il est tombé en fin d'année 2017. La difficulté, c'est que quand on écoute les procédures, il y a 2 mois de complétude du dossier à la préfecture, il y a 4 mois à la directe, et puis il y a 4 mois encore au ministère du Tourisme. Et vous comprenez que tant qu'on n'a pas l'arrêté nous classant, on est à nouveau dans la situation de ne pas avoir en direct les droits de mutation. Donc moi, ça me conduit, avant même ce conseil municipal, de prendre langue avec le sous-préfet, avec la préfecture et avec la directe, et je me suis aperçu qu'il y avait une réforme en cours à la directe, direction régionale, dépendant du préfet de région, et qu'il était probable que les fonctionnaires en charge des classements n'avaient pu avoir cette compétence à la directe, sans que ces fonctionnaires ne sachent qui avait la compétence pour traiter ces dossiers. Donc, on a eu l'interlocutrice en charge du dossier, j'ai prévenu le sous-préfet en disant je souhaite que le dossier de travail de complétude de la préfecture soit raccourci, et je souhaite que la directe, avant que la fonctionnaire en charge du dossier ne parte sous d'autres cieux, qu'elle traite notre dossier pour que moi je fasse traiter au ministère, parce que d'une certaine manière c'est presque plus facile d'alerter le ministre en disant demandez à vos services de travailler, mais pour ça il faut quand même qu'il ait le dossier. Si le dossier est encore dans les méandres de l'administration française, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Donc là c'est la petite alerte que je vous donne. Il faudra suivre mois par mois, ou j'allais dire semaine par semaine, le dossier. D'abord s'assurer qu'il est complet. Vous le voyez, il tourne, il est bien fait. Bon, il faut toujours veiller, le diable se niche dans les détails, donc il faut vérifier que tout soit conforme, parce que c'est très réglementaire. Mais je pense que nous aurons, avant la fin 2019, en tout cas je souhaiterais moi avant l'été, le classement de notre belle commune en station touristique. Je vous propose donc, parce que je déclare que la commune n'a pas fait l'objet d'une seule infraction aux législations et réglementations sanitaires, c'est obligatoire, durant les 3 années qui précèdent l'année de cette demande de classement, de m'autoriser à solliciter le classement station tourisme et à signer tous les documents s'y rapportant. Voilà la fin d'une longue aventure, compliquée, je le dis, parce que c'est, pour ce qui me concerne moi, c'est 2 ans de travail, 1 an sur les offices de tourisme, et là maintenant, 1 an avant d'obtenir le classement. Des questions? Je le dis, pardon, très important quand même, 6 communes sont classées en Vendée. Pour vous dire qu'on est dans un statut privilégié, enfin, c'est pas facile à obtenir. Dans les 6, Noirmoutier, les Sables, la Tranche, Saint-Hilaire-de-Lier, enfin, il y a beaucoup de communes littorales qui ne sont pas classées, j'insiste sur ce point-là. C'est quand même une chance et une distinction. Des questions? Des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Donc nous allons suivre de près la demande de classement de notre commune. Dossier suivant, il s'agit, comme depuis 2 ans, non pardon, oui, on l'avait fait également il y a 2 ans, d'une autorisation spéciale en début de l'exercice 2019 pour mandater les factures de 2018 sur l'exercice 2019. Vous savez qu'en fin d'exercice, on a une journée complémentaire, et il y a parfois des factures qu'on ne reçoit pas dans la journée complémentaire et qu'il faut donc payer. Il ne suffit pas de finir l'exercice en disant on ne le paye pas. Donc nous avons une facture du CIDEV, refacturation d'énergie pour 15 465,18 €. Une facture d'honoraires CVS. CVS, ce sont des honoraires de droit d'urbanisme. Pour 2640, ça doit être le contentieux plus, peut-être, non, parce que le plus c'est la Compom. Donc ça doit être un autre contentieux, je ne sais lequel. Nous avons la maintenance de copieurs pour 1418,66 € et nous avons une participation au CIVOM de 29 000 €, soit un total de 48 523,84 € que je vous propose de mandater, donc dépenses de 2018, que je vous propose de mandater sur l'exercice 2019. Ça aura nécessairement un impact sur l'équilibre de budget 2019, mais nous le traiterons lorsque nous traiterons le budget 2019. C'est régulier, tous les ans, il y a ce glissement qui s'opère de l'un sur l'autre. Facture PPR. C'est pour le PPR. Merci Laurent. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Oui, classiquement également depuis 2 ans, nous demandons des subventions au titre de la DETR et de la
SIL pour l'année 2019. Il s'agit de 2 comptes ouverts par l'État pour financer des projets communaux ou des projets intercommunaux. En l'occurrence, alors là c'est sous réserve d'appréciation parce que les procédures sont très longues avec l'État, notamment pour la DETR, donc on est un peu sûr de rien, parce qu'en plus l'État s'est mis en tête de vouloir faire des vérifications avec les Comcom de l'éligibilité de ces dépenses. Et lui-même, l'État est très précis sur la typologie des dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement de la DETR. C'est-à-dire que moins il y a d'argent, plus on resserre les critères. C'est un grand classique. Pour ce qui nous concerne, nous proposons 2 dossiers, ce qui est original. Habituellement, les communes n'en présentent qu'un, mais on pense, parce qu'on est sur l'arrondissement des Sables, je passe un certain nombre de sujets assez compliqués, parce que la Comcom est essentiellement sur l'arrondissement de Fontenay. C'est donc la sous-préfète de Fontenay qui a la main sur les demandes de subvention de la Comcom. Nous, on est 2 communes de l'arrondissement des Sables. Donc, on devrait avoir une distinction de traitement. Nous proposons 2 dossiers. Le premier a trait à l'amélioration de la salle du pavillon des Dunes, qui, vous le savez, a fait l'objet de travaux depuis le début de ce mandat, travaux de remise en forme, naturellement d'amélioration, de rénovation acoustique, qui est précieux, parce qu'on arrive à s'entendre dans cette salle, et à faire des fêtes qui sont dignes de ce nom, de la peinture, des sanitaires, mais on sait bien qu'on a un problème général dans le bâtiment, qu'on a appelé mise à niveau énergétique du bâtiment pour les remises en conformité des équipements et à partir des études réalisées, parce qu'il faut faire une étude, vous savez qu'on a des problèmes de toiture, on a des problèmes d'isolation, de faire un travail complet d'études thermiques préalables à l'amélioration énergétique du bâtiment, c'est-à-dire on ne va pas se mettre à travailler les murs ou la toiture on a vraiment besoin de des fuites, si on n'a pas un bilan énergétique complet. On en profite pour proposer une mise en conformité technique, sécurité électrique, cuisine. Vous aurez compris le petit pas de côté qu'on fait, c'est-à-dire on va tenter de faire la rénovation de la cuisine qui en a bien besoin, et rénovation du bar qui commence à dater un peu, et des sanitaires pour mise en conformité des personnes à mobilité réduite. Il reste une toilette à arranger pour un total de 65 000 €. Et on cherche des financements autour de 30% de l'État. Le deuxième projet que nous souhaitons mettre, alors vous prenez également en compte l'imagination notamment de Jean-François, ça rentre dans les cases. Il s'agit de la création de 2 aires de service pour les déplacements actifs. C'est 2 WC, tout simplement. On va le dire plus factuellement, mais ça passe beaucoup mieux si on traite de déplacements actifs, parce que c'est les circulations douces dans la commune. Pour ça, il faut de temps en temps des toilettes. On en revendique d'ailleurs à la rade d'Amour, et on est en négociation avec le conservatoire du littoral. Il y en a 2 dans la commune, un à côté du casino et un à côté de la mairie, qui ont besoin de sérieuses rénovations pour retrouver une conformité. Donc on vous propose de les rénover, coût du projet 79 000 €, sanitaire, mobilier, consigne et information signalétique. Donc là aussi, on tâche d'avoir un financement de 30%. Si tout se passe bien, le dossier fera l'objet d'inscription budgétaire au BP et d'un financement attendu sur l'exercice 2019. Des questions sur ces 2 dossiers, ces 2 demandes de subvention? Pas de questions, pas de vote contraire, pas d'abstention et des opposants. Merci. Je vous propose la création d'un poste de gardien brigadier de police municipale. Les emplois, vous savez, sont conformément à la loi de 84, font l'objet de création par l'organe délibérant de la commune. Donc c'est bien le conseil municipal qui fixe les effectifs, et on appelle ça le tableau des emplois et des effectifs, pour permettre les avancements de grade. Nous avons un agent à SGP qui a, après notre accompagnement, parce qu'il a eu son concours, c'est lui qui l'a passé, mais nous l'avons aidé à présenter son cours, qui a été reçu au concours de brigadier de police municipale. Et donc, il vient d'obtenir son concours, et donc il y a lieu de créer un emploi de gardien brigadier de police municipale à temps complet, à compter du 1er février 2019, pour lui permettre d'occuper le poste pour lequel il a réussi le concours. Je vous propose donc la création de cet emploi permanent,
à compter du 1er février. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé pour l'emploi sont inscrits au budget chapitre 12. Naturellement, l'emploi d'ASVP qui l'occupait ne sera pas occupé, il s'agira bien d'un transfert de poste de l'un sur l'autre. Voilà, avec les fixations du jury, parce que c'était bien. Ça faisait partie du contrat d'engagement du comité municipal quand on a recruté en disant vous ne resterez pas ASVP toute votre vie, parce que, y compris un ASVP, n'a pas les prérogatives d'un gardien de police. Donc les prérogatives d'un gardien de police sont augmentées, notamment pour les verbalisations. Donc attention, garez-vous bien, ne vous garez pas sur les fils jaunes, j'en connais. Donc il y aura des PV qui tomberont, parce que des gardiens de police municipale. Des questions? Pas prendre les sens interdits. Pas prendre les sens interdits, je prends en marche arrière. Moi j'étais pas là à la réunion, en marche arrière. En marche arrière. Jamais en marche avant. C'est pour mieux. J'ai demandé aux gendarmes, c'est toléré parce qu'on est en train de prendre une place de stationnement. Et quand on recule dans une voie en sens interdit, ben on recule. Grosse station. Et oui. Alors si je veux reculer chez moi, j'ai le droit. Alors. Tu veux t'amuser. Moi je pas envie. Alors moi c'est pas compliqué parce qu'il y a 20 mètres. Sinon, faut se boucler. En ce qui concerne la création du poste, pas de questions, pas d'abstention, pas par l'hiver. Le rapport est adopté, merci. La SVP est conservée sur le tableau? Alors, il doit être conservé, mais moi je propose... Alors, on en aura peut-être besoin. Il suffit qu'on ait un stagiaire, dont je pense qu'on le garde. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas pourvu. Enfin, au 1er février, il y a un transfert du poste de SVP sur le poste de gardien, l'autre poste restant non pourvu. Dans le tableau du budget, dans le tableau des emplois, vous avez la crête des postes et occupé ou pas occupé. Rapport suivant, télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Il s'agit simplement, conformément à la loi de 2004 et de 2005, de m'autoriser à procéder à la télétransmission des actes réglementaires, des actes budgétaires et des actes de commande publique. Donc de conclure une convention de mise en œuvre de cette télétransmission avec le préfet de la Vendée, puisqu'un dispositif acte a été choisi par la préfecture, pour mettre en œuvre cette télétransmission au contrôle de l'égalité via la plateforme Pléiade fournie par une collectivité. Voilà, donc c'est un peu plus moderne, on transporte un peu moins de papier et on coupe un peu moins d'arbres, puisque nos délibérations font l'objet d'envoi par dématérialisation. Pas de débat sur ce sujet majeur, pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Alors, le dossier paradoxal, je l'ai dit au vœu, tout est possible dans la vie. Il faut émettre un avis pour la réfection de l'accès plage Faute 3, chemin de la Bergerie, et surtout la réfection et la requalification des cheminements doux sur la digue ouest. Tu nous fais un peu d'image, comme ça on saura pourquoi on travaille. Je vous rappelle que l'article R 332-24 du Code de l'environnement nous a conduit à déposer 2 dossiers. Le premier dossier, c'est la réfection de l'accès Faute 3 au niveau du chemin de la Bergerie, qui permet de rejoindre la plage par la mise en œuvre d'une passerelle bois sur pilotis et d'une passerelle flottante sous maîtrise d'ouvrage. Je précise que ces travaux-là, continuité du chemin de la Bergerie, on va en avoir des images, seront réalisés par la région Pays de la Loire sous sa maîtrise d'ouvrage. J'insiste sur cette question parce que les travaux sont coûteux et ils ne sont pas financés par la commune de la Côte-sur-Mer, même pas 20%. Ils ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de la commune. Sur le secteur là-bas, vous avez le sujet suivant également. Les digues sont financées par le syndicat mixte. Les pistes cyclables sont financées par la communauté de communes et la passerelle est financée par la région. Tout ça, c'est sur notre commune. Vous imaginez les 3 négociations qu'il a fallu mener. Alors, pour ce dossier, donc, on est là sur qu'est-ce que tu nous présentes d'abord? Secteur. Donc là, on est en piste cyclable entre l'esplanade et... Alors, je suspends la séance un instant pour que Jean-François présente les 2 dossiers. Le premier dossier, la première partie, c'est la réflexion de la digue, donc, qui a déjà été faite entre l'esplanade que vous voyez ici
Et puis, donc, ici on a le rond-point, la rue des Douaniers, je ne crois pas, le chemin des Douaniers. Donc sur cette partie-là, il y a l'ajout d'un platelage plus ganivelle, en fait, le long de la digue, de façon à dégager en fait la totalité des piétons de la digue, sur lesquels les vélos pourront circuler. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai une vue de mémoire. Voilà, hop. En fait, la digue a été refaite en parallèle. Sur la totalité du linéaire, il va y avoir un platelage bois comme celui que vous connaissez sur l'accès numéro 4. En contrebas comme ça? En contrebas. Donc, alors du coup, qui soutiennent à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la digue, le sable montait beaucoup plus haut. Oui. On avait demandé à l'époque à ce que le sable soit maintenu au même niveau. Et puis on a constaté malheureusement qu'à l'issue des travaux, le sable n'était pas tout à fait au même niveau. Il est 80 cm plus bas par endroit et après, des fois, il remonte quasiment au niveau de la digue. Malheureusement, on ne peut plus lui toucher. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on s'y adapte, qu'on fasse le platelage bois sur le sable, avec une ganivelle entre le platelage bois et la lagune de la réserve de la Belle-Henriette. Un des outils principaux qui nous a permis de l'avoir, entre guillemets, cet outil-là, ça, c'est qu'on met des ganivelles et que du coup on limite les intrusions dans la réserve naturelle nationale avec un cheminement possible pour dégager cette partie-là. Donc ça, c'est la première partie de la digue ouest. Deuxième partie de la digue ouest, donc on était ici tout à l'heure, on va jusqu'au Platin. Et là, on succède en fait des secteurs sur lesquels on sera en voie partagée sur la digue, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités techniques. Des parties sur lesquelles on recrée en fait la même chose que vous voyez en vert, c'est-à-dire des platelages plus ganivelles, et des parties sur lesquelles on fait ce qu'on appelle des sas, c'est-à-dire des avancées en fait au-dessus de la lagune. Alors je dis on, abusivement, parce que c'est quand même la Comcom qui fait ça. Qui permettront, en tout cas, lorsqu'il y aura des voies partagées, parce que là, ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir des vélos qui vont arriver ici, et des piétons, et du coup, ça permettra de créer des sas, ça veut dire des endroits où on peut un peu se dégager pour laisser passer des vélos, et inversement, quand on est en vélo, se mettre sur le côté pour laisser passer un groupe de piétons qui sera habillé. L'origine de ces sas, au début, c'était prévu un encorbellement sur toute la longueur. Mais aujourd'hui, la digue est de plus en plus soumise en fait, au phénomène de marin, que vous connaissez bien. Et ce qui fait que les encorbellements qui sont comme ça, donc vous voyez, ça c'est une coupe de la digue ouest, risquent de se retrouver avec, lorsqu'il y aura des vagues, et il n'y aura plus de dunes, d'être complètement embarqués par les paquets de mer. Donc le PSR, le groupe en fait, qui gère ce qu'ils appellent la sécurité des ouvrages, a refusé qu'on fasse un encorbellement sur toute la longueur et accepté qu'on fasse simplement 2 sas. Voilà. Ils ne voulaient pas en fait qu'il y ait un encorbellement sur toute la longueur, considérant que ça pouvait remettre en cause la sécurité générale de l'ouvrage du fait de la masse que ça pouvait représenter. Voilà. Le risque est le même avec 2 encorbellements. Ça peut-être, disons qu'il y en a 2 mètres qui cassent sur un 280 mètres, ce ne sera pas tout à fait le même enjeu. Devant l'immeuble de la Chenolette, tu dis que ça va être partagé, ouais. Mais il appartient à qui ce terrain là, Alors, typiquement, là, on met une ganivelle à côté avec un platelage. C'est communal. C'est communal, hein. Côté immeuble, c'est communal. C'est communal. Mais c'était une négociation. Côté on immeuble est dans la réserve. Ah oui. Oui. Ouais. Ouais, la réserve, la limite de la réserve, elle est le long des immeubles, elle prend le terrain à M. Dacrovite, qui est ici, qui est aussi dans la réserve. Ah oui, ils ont pris le. Il en fait partie aussi de la réserve. Non, je vais vous dire, hein, tout a commencé, rien n'était possible. Hein. Ni encorbellement, ni platelage. Donc ce dossier-là est le fruit d'un arbitrage gagnant-gagnant, parce qu'au bout du compte, on a réussi à faire passer des dossiers, mais pas été d'une grande simplicité. Voilà pour la piste cyclable. Alors ça veut dire que, je m'excuse, quand tu sors la rue des Glaïeuls, là, il y aura toujours ce trou pour aller à la plage. Alors il y aura en fait une rampe pour descendre à l'accès numéro 4. Comme autrefois, quoi. En fait, il va y avoir une patte d'oie. Avec le chemin numéro 4 va être divisé en 3 parties. Une partie qui va tout droit avec une rampe assez pentue, voire certainement des escaliers. Par contre, 2 rampes très légères qui partent de chaque côté, une vers le sud, une vers le nord. C'est les mamans avec les coussins. Ouais. Alors on n'arrivera pas à faire une rampe avec une pente pour ceux qui va tout droit, mais en latéral on arrivera à avoir une rampe sans trop de problème.
Voilà pour cet aménagement piste cyclable. Maîtrise d'ouvrage communautaire, réalisation, et c'est l'une des difficultés, lorsque les travaux de la Ligue Ouest seront terminés. Vous avez compris qu'il y a des travaux complémentaires qui sont alimentés. J'ai bon espoir quand même que la totalité du chantier soit bouclée pour l'été. Mais on a pris un peu de retard. Si il n'y a pas eu de travaux complémentaires sur la digue, notamment les pales planches, on aurait pu imaginer de réaliser en ce moment pour qu'à Pâques ce soit réalisé. Je pense qu'on va prendre un peu de retard. Dossier de la passerelle maîtrise d'ouvrage région. Oui, Ça a été vu que le syndicat, le revêtement de la digue, justement, étouffé, qui se fissure. Oui, ce qui a été vu également avec le syndicat, mais c'est un peu compliqué, parce qu'ils font des digues, le syndicat. Et ils se fichent un peu, c'est un métier de faire des digues, voilà. On a également la pente du haut de digue ouest, qui est très pentue et qui pose des difficultés pour le cheminement des personnes à mobilité réduite, notamment sur Sur les fauteuils. Bon. Là encore, c'est une négociation. Parce que le premier travail qui a été fait dans la partie plutôt proche du parking, la pente n'est pas admissible pour des personnes à mobilité réduite. Donc on est en train de... Passerelle cette fois-ci. Alors regardez le beau geste. Vous imaginez, vous êtes au bout du chemin de la Bergerie, sur la digue du Platin. Donc vous descendrez pour rejoindre cette passerelle qui a le double avantage de sa transparence et de son mouvement. Elle n'est pas droite. Alors ça nous permet de rattraper les niveaux, mais en même temps d'avoir un objet qui est plus joli qu'une passerelle droite, qui soit moins agréable. La négociation là encore a été très difficile, ce qui a valu l'acceptation de l'ensemble des comités que je vais vous citer, c'est que tout le monde a admis, c'est un clin d'œil que j'envoie en même temps, tout le monde a admis que faire passer le public sur des endroits confortables permettait au public de ne pas aller sur des endroits inconfortables et donc ne piétinez pas ni la réserve ni la dune grise. C'est le sujet du plaquage des accès plage. C'est là-dessus qu'on a l'ONF qui, pour des raisons qu'on ignore, ne milite pas en faveur de ce sujet, alors même que moi j'ai défendu le dossier devant la commission, devant le comité scientifique de la réserve. Il y avait un membre de l'ONF, je ne suis pas arrêté de dire que c'était un procédé utile. Tout le monde a agréé en disant oui, monsieur le maire, vous avez raison, c'est le moyen pour éviter les piétinements. Et le mec de l'ONF qui était dans tout petit, il se faisait petit, mais il n'a pas osé l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est donc l'ouvrage réalisé par la région. Donc là on est moins dépendant de la digue ouest et on pense que les travaux devraient être réalisés pour l'été, peut-être un peu avant l'été. Enfin, on m'a promis que ce serait avant l'été, mais c'est un dossier que j'ai négocié il y a 2 ans et demi. Donc, comme on ne paye pas, on peut être incitatif, mais c'est quand même eux qui dirigent. Je trouve que ça va pas très très vite. J'ai présenté ces dossiers, tenez-vous bien, au comité de suivi de la réserve naturelle, au comité scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la Loire, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au comité scientifique de la réserve naturelle nationale de la Baie-Henriette. Le dossier est d'environ 150 pages à chaque fois, et j'ai reçu un avis pour le moment, enfin les avis ont été favorables, et au bout de tout ça, pour que le préfet prenne son arrêté, on reçoit un courrier en disant « Monsieur le maire, il faut que vous délibériez », alors que c'est nous qui sommes demandeurs. Donc voilà. J'imagine que vous serez favorable à ces projets, après ce chemin de doigt chez le préfet, un peu compliqué pour obtenir nos aménagements qui vont être précieux pour après la mise en sécurité du nord de notre commune, du nord-ouest de notre commune, qui vont être précieux pour les accès et la mise en scène de la réserve de la Baie-Henriette, parce que c'est un endroit hyper fréquenté, y compris par des passionnés de nature et d'ornithologie, parce qu'ils pourront, vous l'avez compris, dans les encorbellements, s'arrêter et faire de l'observation dans le bon condition. Oui, Christophe. Qui est-ce qui est chargé de nettoyer la Baie-Henriette? Alors, Parce que c'est dans un état.
Alors, la Belle-Henriette, c'est la réserve. Ah, moi, là, non, j'ai su passer cette semaine, c'est horrible. C'est l'équipe de la réserve hein, qui est chargée d'entretenir la réserve. Avec, puis surveiller les gens qui traversent la ligne, il faut les nettoyer. oui, on leur dira, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a eu un hiver à ce stade peu tempétueux. C'est bien pire quand on chope des tempêtes où on prend un certain nombre de débris. Je pense qu'on essaye, Bernard, dans le cadre des nettoyages, de faire un peu de boulot autour de la réserve, mais c'est un souci d'affaire à la main, il faut que c'est pas... On peut pas le faire autrement. Mécaniquement, il y a eu des nettoyages. Mais il y a eu des nettoyages de fait. Hein. Ah, Jean-François, Oui, oui. l'année dernière, il y a eu une opération que les opérations ont été Le faites. problème, c'est qu'à chaque fois que. En fait, chaque fois qu'il y a une tempête, ça C'est dans l'essence, généralement, c'est dans les. Aux vieilles maisons, avant, il y avait un stock, il y avait la bergerie. Dans l'essence. Voilà. Il y a même un gros bidon. Ça, on leur dira, parce que je pense que la réserve. Attention au franchissement. Hein. La réserve Oui, c'est ça, t'as pas le droit d'y aller. Enfin, si tu veux prendre un bidon. Des questions complémentaires? La fin de la passerelle, c'est sur une dune ou on a une plateforme? Alors, sur la fin de la passerelle, il y a une plateforme, pardon, tu as raison. Là encore, la taille de la passerelle a été négociée. On souhaitait une passerelle un peu plus grande pour accueillir un groupe, en fait. Hein. Elle fera combien de 60 mètres carrés la passerelle? la moitié, 30 mètres carrés. Donc on a 30 mètres carrés. Ce sera un lieu de médiation, hein, d'explication de la réserve. Et après ce lieu d'accueil au milieu de la réserve, l'été, je dis simplement l'été, il y aura des pontons flottants qui permettront d'accéder à la plage. Hein. L'hiver, ils seront retirés. L'hiver, c'est cul-de-sac. L'hiver, c'est cul-de-sac, c'est-à-dire ces visites avec des fermetures lors des grandes tempêtes et des coefficients, même si on est à une hauteur à plus de 100, autour de 100, enfin, mais naturellement, on fermera l'accès passerelle lors des tempêtes ou des grands coefficients. Il faudra y veiller d'ailleurs, hein, parce ça va être extraordinaire, parce que là, on arrive au milieu de la réserve, quand elle se remplit, c'est étonnant. Donc, il faudra qu'on veille à la sécurité, ça c'est notre boulot. Des questions complémentaires? Il n'y en a pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci pour ce rapport. Je redis hein, qu'il est précieux pour les usages de la Belle-Henriette au nord. Laurent, tu nous parles du transfert dans le domaine public de la lotissement de la Pomme des Pins. Oui, monsieur le maire. On a procédé au classement dans le domaine communal de la voie privée ouverte à la circulation publique, qui est la route sur la route de la Pomme d'Arcet, la section AM. Est-ce que tu as... Je regarde. Non, je n'ai pas. Tu n'as pas ça, Pomme de Pin? Oui, mais c'était un petit bout de la route de la Pointe d'Arcet, classée section AM 724, et puis la section derrière qu'il faut ramener dans la voirie publique. C'était juste ça. Donc c'est dommage qu'on ne connaisse pas, mais c'est des tout petits bouts de voirie. Et considérant que ce déclassement ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de cette voie, oui, voilà. On va faire dans ce sens-là. Vous aurez deux. Et donc, on vous demande d'accepter justement ce déclassement. Avec l'accord des propriétaires. Évidemment. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Déclassement d'un côté, classement de l'autre. C'est ça. Alors, dans l'ordre, maintenant, on passe sur le port, Laurent. Alors, sur le port, là, c'est un peu plus long, monsieur le maire. Je vais essayer d'être concis, de résumer un peu, mais on a des obligations légales. On vous déclare le projet relatif aux travaux d'optimisation et de développement du port, et en même temps, on vous explique qu'il y a eu une enquête publique, quelle a été, sur quoi et quel était le diagnostic avant l'enquête publique, comment s'est déroulée l'enquête publique et quelles ont été qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelles ont été les remarques, quelles furent les remarques et les prescriptions à l'issue de cette enquête, et puis l'avis de l'enquêteur. Donc je commence par le diagnostic que vous connaissez, donc vous allez très vite. Vous vous rappelez qu'en 2015, vous avez émis un avis favorable au lancement du projet d'optimisation du développement du port, que nous
financer des travaux et que nous avions confié à l'époque à l'agence de services aux collectivités locales de Vendée le soin de réaliser en son nom et pour son compte les études et travaux de ce projet. Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact, d'une étude et beaucoup d'évaluations, d'une étude des évaluations des incidences Natura 2000, et il nécessite une autorisation environnementale au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins. En conséquence, on devait procéder à une enquête publique dans les conditions qui sont prescrites par les lois et par les textes. Il y a eu plusieurs démarches préliminaires qui ont été nécessaires avant de procéder à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 novembre au 18 décembre dernier. Et cette enquête, la commune en est le porteur, c'est elle qui a ce projet et qui sollicite auprès du préfet de la Vendée cette enquête en vue d'obtenir ensuite une autorisation environnementale relative à tous les travaux qu'il va falloir effectuer sur le port, et puisque c'est situé sur notre domaine aussi, le domaine de la commune, et sur le territoire de l'estuaire du Lay, qui est sous l'autorité du préfet. Le commissaire enquêteur a rapporté dans un premier temps que le dossier est conforme, parce que le dossier d'enquête, le dossier est conforme à la réglementation et a fait l'objet d'un avis favorable de l'État, avec certaines réserves que la commune accepte de prendre en compte, et qu'il dit « Il me paraît ainsi constituer un projet équilibré, conciliant autant que faire se peut les objectifs d'accueil de toutes les populations et les enjeux environnementaux au vu de l'ensemble de ces éléments. Il me paraît satisfaire à l'intérêt général dans le respect du droit. » Voilà quel était l'état du dossier déposé en enquête. Mais je vais plus loin, puisque, suivant le Code de l'environnement, lorsqu'un projet public de travaux d'aménagement ou d'ouvrage a fait l'objet d'une enquête publique en application de plusieurs règles, eh bien l'organe délibérant, c'est-à-dire nous, on doit se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée, et si on ne le fait pas, si vous ne vous prononcez pas, il n'y aurait aucune autorisation de travaux qui ne pourrait être délivrée. Donc on en est là. Et je dois vous expliquer quel a été le contenu de la déclaration du projet. Donc c'est en 4 phases. Il y a l'objet de l'opération justifiant du caractère d'intérêt général. Donc je ne vais pas revenir dessus. Vous savez pourquoi on veut refaire le port, qui a été un problème d'entretien, de remise à niveau du port, redonner de la notoriété justement à la ville et au village à travers cette infrastructure, faire en sorte d'avoir des services digne de ce qu'on peut appeler un port et de ce qu'attendent les plaisanciers et les professionnels, le remettre en sécurité, etc., etc. Il y a le cadre juridique. Alors, le cadre juridique, lui, évidemment, on est soumis au Code de l'environnement pour les opérations ayant un impact avec l'eau et le milieu aquatique. Et donc, on ne rigole pas avec ça. Et forcément, il y a eu plein d'études et de prescriptions et de règles à respecter. D'autorisation de la législation sur l'eau. Pour l'observation sur le projet, c'est-à-dire pendant l'enquête, ce qu'il y a eu comme réaction, elles sont de 2 sortes. D'abord du public, et puis ensuite des personnes publiques associées. Alors pour le public, le commissaire enquêteur dit qu'il n'a pas eu de visite au cours des 3 permanences et il n'y a eu aucune observation qui a été portée sur le registre dédié. Jusque-là, ça a l'air donc de pas tellement intéresser les gens, en tout cas en visu, mais par contre, il y a eu 155 visiteurs qui ont été enregistrés sur, sur la dématérialisation à travers le web, et les gens ont retiré des dossiers. Il a été ainsi procédé à 160 téléchargements. Ça veut dire que beaucoup plus de personnes qu'on croyait s'étaient intéressées, ou se sont intéressées à l'ensemble du projet et l'ont étudié afin d'y faire des remarques. Cette activité a été régulière, ça n'a pas été un one-shot, c'est tout au long de l'enquête. Le commissaire enquêteur nous dit que régulièrement, il y avait pendant la période d'enquête, les gens venaient chercher, télécharger et s'informer de ce qu'était ce projet. Cette activité en ligne démontre que le projet était bien connu pour justifier une telle fréquentation. Elle illustre aussi, cette fréquentation, les attentes que ce projet du port génère du fait de sa consultation et sans pour autant attirer la moindre remarque. Donc, au niveau
pas d'observation. Par contre, un public intéressé. Lorsqu'il s'agit des observations formulées par les personnes publiques associées, alors là, c'est pas la même. Là, tout le monde a donné de la voix. Les réponses ont toutes été écrites et les autorités environnementales ont développé leur sujet. Des observations ont été portées par 6 personnes publiques associées. Alors, je dois vous dire ce qu'il en a été. Pour la mission régionale de l'autorité environnementale, la MRAE, l'avis de cette autorité caractérise l'emprise du projet comme modeste. Elle reconnaît la qualité de l'étude d'impact. Pour autant, dans sa conclusion, elle souligne vouloir disposer d'autres éléments qu'elle a été chercher afin d'appréhender de façon pleinement satisfaisante tous les enjeux techniques et environnementaux. Et dans sa réponse, elle a émis un avis favorable. Donc là, elle a vraiment travaillé puisqu'elle a été chercher d'autres éléments que les nôtres. Après, la commission locale de l'eau, du schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau, c'est le SAL du lait, qui dit, je vous résume, indique que le projet répond aux objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines, avec la prise en charge des eaux pluviales. Ils nous donnent à leur tour un avis favorable, puisqu'ils considèrent que la création d'une aire de carénage répond aux dispositions et aux prescriptions du SAGE concernant la réduction des pollutions issues du bassin versant. Donc là, c'était bon. Pour le ministère de la Culture, pour la recherche archéologique subaquatique et sous-marine, il donne un avis favorable pratiquement directement parce que, compte tenu des travaux envisagés, le ministère de la Culture dit que, comme c'est une petite surface, et ça ne devrait pas impacter, ou en tout cas occasionner de ce fait un diagnostic négatif sur l'archéologie propre au projet. Donc cet avis n'appelle pas de... Comment, pardon ? Dommage. Oui, dommage, on aurait pu trouver une sorte de châssis viking, de drinkard viking, on imagine l'angoisse. C'est arrivé, hein. C'est pas ça pour rien, c'est arrivé. Ensuite, on a eu l'avis de la préfecture de région des Pays de la Loire pour la recherche archéologique terrestre, et on a un avis favorable qui est donné sur ce projet. Il y a une prescription d'archéologie préventive, mais on ne rentre pas dans le cadre des fouilles sur ce... voilà, on passe à travers. L'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, alors elle évoque son avis technique et attire l'attention sur plusieurs points du dossier d'enquête. Donc évidemment, c'est sur les effets du projet sur le milieu marin, c'est ce qui l'intéresse, rien, et sur la qualité de l'eau dont dépendent en particulier les activités primaires telles que la conchyliculture, etc. Donc elle souligne de faire attention à la période de rejet des sédiments lorsqu'on va draguer, sur la recherche des sources de contamination d'E. qui ne se limite pas qu'au port, donc il faudra qu'on fasse attention à ça, et à l'installation de systèmes de collecte des eaux grises et noires des bateaux, qui, selon elle, est jugé utile pour éviter l'atteinte à la bonne qualité des eaux. Il y a eu ensuite le service de gestion durable de la mer et du littoral, la SGDML. Alors ce service fait référence à tous nos documents. Ils évoquent le besoin de recueillir l'avis de la commission nautique locale et d'effectuer des analyses de sédiments au droit de la cale de la mise à l'eau, de prévoir un contrôle des usages de l'aire de stockage et de préciser la vocation des pontons après les travaux. Ça, j'ai pas bien compris. Je trouve ça énorme. Mais bon, à quoi servent les pontons On leur expliquera après. Voilà. J'ai trouvé ça assez dingue. La commune de l'Aiguillon-sur-Mer, c'est normal, puisqu'elle est impactée par ces travaux aussi. Donc la collectivité territoriale voisine a approuvé l'accord de principe concernant l'avant-projet d'optimisation de notre port par une délibération qui a eu lieu dans son conseil municipal du 14 novembre 2017. Et là, il y a une petite note qui nous dit où l'Aiguillon-sur-Mer s'interroge pourquoi une deuxième aire de carénage, puisqu'ils en ont déjà une. Pourquoi On leur expliquera aussi. Bon, ceci étant, il est rappelé que la commune voisine est pleinement pour et favorable à ce projet. Le
c'est pas fini. Alors là, par contre, il y a le comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire, et là, évidemment, parce que c'est vraisemblablement eux qui sont impactés le plus par nos travaux, qui a produit le 12 avril 2018 un compte-rendu assez exhaustif. Et elle indique que l'attention de la profession conchylicole se porte particulièrement sur les deux points que sont les impacts des opérations de dragage et de remise en suspension des vases, et aussi l'absence d'aménagement de récupération des zones noires des bateaux. Donc c'est deux points sur lesquels notre attention est attirée. L'avis du commissaire enquêteur à la suite de cela dit que, le déroulement de l'enquête s'est passé dans les règles. Que l'analyse des observations déposées pendant l'enquête et celle des services précités, les procès-verbaux, tout a été correct et juste. Il dit, j'ouvre les guillemets parce que c'est son propos, ce projet vise à redonner au port, qui est un marqueur de ce territoire communal, un regain de vitalité. Il s'intègre dans un projet global en faveur d'un rebond de la flotte sur mer après les conséquences de la submersion marine due à la tempête Cynthia de 2010. Le plan local urbanisme, classe sans zone, alors ça je vous passe, parce que ça n'a pas vraiment toc. Voilà, ce projet entre dans un ensemble porté par la collectivité, il participe à conforter une offre de services à ses ressortissants, autochtones et touristes. Je perçois ainsi la dimension collective qu'il détient. Il y a des craintes du projet qui sont données et qui sont listées et qui nous demandent justement d'y répondre. Nous y avions répondu, elles étaient de plusieurs ordres. Un, le dragage uniquement sur octobre et novembre. Le dragage uniquement sur les jusants de coefficient supérieur à 90. Ne pas faire de dragage en continu s'il y a une analyse bactériologique supérieure à la classe médiocre de la grille CQL Charente-Maritime et Vendée. Et mettre en place un équipement ou une solution pour permettre la récupération des zones noires des bateaux. Voilà, voilà quel a été le résultat de l'enquête. Et en conclusion, dernière conclusion que je dois vous lire, du commissaire enquêteur, merci Patrick, il dit « Je note que les travaux projetés vont conduire à une amélioration des conditions de fréquentation pour les usagers professionnels et plaisanciers, mais je considère que ces bénéfices qui profitent à des particuliers ou entreprises recouvriront aussi une dimension collective. La bonne santé du port rejaillira sur l'ensemble de l'économie locale et en fera aussi un lieu attractif avec ses activités et sa typicité dans ce paysage fluvial et marin. Le bilan entre les coûts financiers et environnementaux et les bénéfices extraits est pour moi très positif. J'émets donc un avis favorable à la demande présentée au préfet de la Vendée par le maire de la commune de La Flotte-sur-Mer en vue d'obtenir l'autorisation environnementale relative aux travaux d'optimisation et de développement du port situé sur son territoire dans l'estuaire du Lay. Et donc, on vous demande de déclarer d'intérêt général la demande d'autorisation environnementale relative aux travaux d'optimisation et de développement du port et d'autoriser évidemment Monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de notre commune tous les documents relatifs à l'exécution de cette décision. On arrive donc au bout pour pouvoir lancer les travaux. Et ça a demandé 3 ans et demi, 4 ans. Merci Laurent. Il fallait prendre le temps de ce grand rapport pour atteindre une conclusion qui nous va bien. Des questions sur ce dossier important qui a pris du temps mais qui en prendra encore parce que vous avez vu, les créneaux de travaux ne sont pas simples pour ce qui est des travaux dans la rivière puisqu'il faut tenir compte de contraintes qui sont légitimes au regard de l'activité de pêche notamment et des environnements écologiques. Mais merci pour ce beau travail Laurent. On aura prochainement à délibérer sur le choix des entreprises puisque les consultations sont en cours. Plein de consultations étaient hier, donc les entreprises doivent nous guider maintenant pour faire leurs propositions et l'équipe devra y travailler, on l'espère au prochain conseil. Pas de... Il y a des emplacements pour aller au glisseur aussi? Il n'y a pas de glisseurs. Non, pourquoi? La cale. Non, parce que si on ne cure pas le lait, le problème il est le même. Si on ne cure pas le lait pour la sortie, c'est pas le lait, le lait il y aura toujours de l'eau, c'est pas le lait, c'est
l'embouche, c'est la L'embouchure. parcelle. Ouais, l'embouchure. C'est l'embouchure, oui. Le reste, là, il faut redire que le lit de la rivière, il reste avec les mêmes profondeurs, il ne change pas, il se déplace. Il se déplace, Dans la voilà. rivière, dans la Il se rivière. déplace sérieusement à la sortie. Je parle dans la rivière. Ouais, la rivière, c'est pas Nous, le sujet, il y a une vraie difficulté sur la sortie de la rivière et qu'on a traité la réunion, d'ailleurs, l'embouchement. on a une réunion la semaine prochaine pour ça, pour Savoir où on est le dragage. on nous a réinterrogé Parce que d'ailleurs. là, nous, on a été roulé dimanche, coefficient de 52, le grand tabouet était au sec. Ouais. 52. Ça veut dire qu'au-delà de 70, 80, on va pouvoir s'amuser à tourner autour si on continue. Et dimanche, le sable était mou de chez mou. On est arrivé, on s'est enterré jusqu'au châssis des chars. Alors que 15 jours avant, on pouvait aller au-delà du grand tabouet. J'ai la rocade. Non, mais c'est aussi signaler l'avancée de ce sable. On vote d'abord, si vous voulez bien, sur ce rapport qui est la base, le socle, des avis contraires, des abstentions, donc le rapport est adopté à l'unanimité, merci. Derrière, donc, il y a une série d'avenants. Oui, ce sont des petits avenants. Les avenants, il est trop chargé à vous. Le piano de retour, le père avec les diffusés. Oui, Ça y est cette nuit, oui. Vers 2h du matin. Vous savez que ça allait très très mal. Ouais. Il était hospitalisé à Luçon depuis son. C'est ça, Jeanne. On pensera à sa famille. Oui, donc l'avenant numéro 1, oui, excusez-moi, à la convention de mandat des travaux du port avec l'agence de services aux collectivités locales. Donc, monsieur le maire, vous rappelez qu'au conseil municipal que la convention en date du 11 et 17 septembre 2017, la commune de La Faute-sur-Mer a confié à l'agence de services aux collectivités locales de la Vendée une mission de mandat pour les études et le suivi des travaux de l'opération de redynamisation et de développement du port, enfin les travaux du port, que l'article 10.2 de cette convention prévoit que la rémunération définitive du mandataire pour la réalisation des missions de travaux sera arrêtée au stade de l'avant-projet. Et l'état d'avancement du projet permet maintenant la fixation de la rémunération relative à sa mission, à la mission TRAV. Donc la SCLV nous fait une proposition de nouveau bordereau de prix dans le cadre d'un avenant numéro 1 pour les maîtrises d'œuvre du travaux du port. C'est l'objet du présent avenant. L'article 10.2 de la Convention est ainsi complété et le montant des travaux et honoraires définis à l'avant-projet détaillé s'élève à 3 732 388 € et 71 centimes. Ça veut dire que la rémunération définitive de la SCLV pour la mission TRAV de cette tranche opérationnelle, c'est donc à ce montant de 3 732 388 €, hors taxe, multiplié par 4%, soit 179 154 € et 66 centimes TTC. Le montant de l'avance que le mandataire s'engage à effectuer en phase de travaux de l'article 9 de la Convention est fixé à 500 000 €. Et les autres clauses et conditions de la Convention demeurent inchangées, le présent avenant n'emportant pas de novation. Monsieur le maire, on vous propose de donner une suite favorable à la proposition de conclusion de cet avenant. Et on demande au conseil municipal de donner une suite favorable à cette proposition et de vous autoriser à signer tous les documents relatifs à l'exécution de cette décision. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, merci. L'avenant suivant. L'avenant suivant, à l'acte d'engagement et au cahier des clauses administratives particulières, c'est le CCAP du lot 2, maîtrise d'œuvre bâtiment avec l'agence de services de collectivité locale de la Vendée. Toujours comme tout à l'heure, c'est le 30 juin 2016 et notifié le 30 juin 2016, le même jour. Le maître d'ouvrage a confié au maître d'œuvre une mission d'étude de maîtrise d'œuvre pour la redynamisation des travaux du port. C'est ce qu'on a appelé le lot 2, maîtrise d'œuvre bâtiment. L'édit marché stipule l'acte d'engagement que le coût prévisionnel n'étant pas connu, un forfait provisoire de rémunération est fixé. L'article 8.3 du CCAP prévoit qu'un avenant permettant de fixer le coût prévisionnel définitif de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération. Et l'objet du présent avenant est donc de fixer définitivement la rémunération du maître d'œuvre. Donc le programme initial du marché comportait notamment la réalisation d'un préau sur une aire de carénage et une extension de 40 mètres carrés de la capitainerie.
Après qu'on ait eu fait une étude, le préau sur l'aire de carénage est supprimé. Et la surface de la capitainerie est portée à 97 mètres carrés pour répondre aux besoins des usagers. Et cette évolution de programme, qui a été prise en compte, fait que l'estimation rendue par le maître d'œuvre au stade d'avant-projet reste identique à l'enveloppe financière affectée aux travaux en date de 2016, à savoir 380 000 € hors taxe. Le forfait définitif de la rémunération est égal au produit du taux définitif de la rémunération par le coût prévisionnel définitif. Donc la rémunération définitive du maître d'œuvre, c'est 380 000 € par 8,5, qui sont ses honoraires, soit un TTC de 38 760 €. Les incidences financières sur le marché initial, eh bien, il n'y en a pas. Oui, puisque le forfait provisoire était de 32 000 € et le forfait définitif est de 32 000 €. C'est pareil, donc 32 300. Voilà, c'est la même chose. Et donc, on vous demande de donner une suite favorable à cette proposition d'avenant qui reste identique à l'enveloppe financière affectée aux travaux prévus initialement pour un montant total de 38 760 € et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les décisions afférentes. Merci. Donc c'est la suite avec cette fois-ci l'agence qui est maître d'ouvrage délégué. Pas de questions, pas de vote contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté, merci. Je pense que le dernier rapport, pour ce qui me concerne l'approbation des statuts modifiés de la Comcom sur le Vendée littoral, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on débat sur cette question, mais c'est une navette obligatoire. La Comcom a délibéré le 13 décembre dernier. Et il s'agit simplement d'entériner les statuts modifiés. Alors je vous rappelle très rapidement, il y en a 4 pages, mais je vais faire court. La suppression parce qu'en fait c'est la consolidation des 4 Comcom qui avaient des compétences différentes. Donc il y a un moment, il faut que les statuts de notre Comcom disposent d'un mode réglementaire pour tout le monde. Nous avons supprimé la compétence action en faveur des familles et des personnes âgées, contribution au culte repérage dans le titre 4, puisque ce n'était fait que dans une partie du territoire. Nous avons supprimé les compétences exercées de manière différenciée jusqu'à la date butoir. Il s'agissait de transport scolaire, il y en avait dans une commune qui était organisateur secondaire de transport, de la restauration à destination d'établissements scolaires de premier degré, c'était le cas Saint-Hermine, qui avait une cuisine centrale, sauf pour les communes qui ont réalisé des investissements nécessaires et qui se mettent en service partagé pour ce point-là, mais c'est plus la Comcom qui assure cette compétence. Et dans cette compétence, il y avait également du service de portage à domicile dans le secteur de Saint-Hermine qui était concerné. Et puis nous avons modifié des rédactions de compétences sur enfance jeunesse, pour rentrer dans les détails, et notamment dans la nomination des structures d'accueil enfance jeunesse, la maison de l'enfance de Luchon, de Saint-Hermine, de Mareuil, l'accueil de loisirs de Trièze, de l'Aiguillon, de Mareuil, de Saint-Hermine, de la Caillère, de Sainte-Gemme, de Lindel, de Puerbeau, de Chaillet. C'est le détail des statuts modifiés que je propose à votre approbation. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on le traite. On a dû le traiter au début, puis le Conseil communautaire et on le traite à la fin. Pas de questions? Pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci, le rapport est adopté. On a terminé pour, je crois, pour le conseil municipal, je ne me trompe pas. Peut-être un mot avant de vous laisser la parole sur un dossier, une situation que je trouve anormale et qui m'a conduit à saisir, après avoir saisi l'ONF, la directrice régionale, à saisir le préfet et les parlementaires. Je sais faire court, mais le sujet est important. Bon, vous savez qu'on a une relation qui n'est pas très facile avec l'ONF. État dans l'État, je parlais tout à l'heure des plaquages. On a réagi, moi j'ai réagi directement lorsque j'ai reçu un communiqué de presse. Alors pardon, on sait que la forêt doit faire l'objet de travaux, enfin c'est pas nouveau, et je parle là notamment de la forêt publique, hein. Donc des parcelles 50, 51, 52, c'est de ça dont je vais vous parler. On est de la plage des Amourettes jusqu'à la plage des Chardons. On est là dans le domaine de l'ONF, c'est sa propriété, on est dans un domaine ouvert au public, et on sait que cette forêt a besoin de régénération. On sait depuis longtemps, ça a été discuté de temps en temps,
Et moi j'ai réagi à un mail que j'ai reçu de l'ONF, qui était en fait un communiqué de presse, ou un projet de communiqué de presse, indiquant que les travaux de coupe allaient démarrer. Donc ça tombait bien, ce jour-là, enfin, cette semaine-là, pardon, je reçois le mail le lundi, et on avait la réunion du conseil de suivi de la Reine d'Arcel mercredi. Donc je renvoie un mail aussitôt en disant « Attendez, la question est importante, je souhaite qu'elle soit abordée avec nous. On ne va pas découvrir des coupes sans avoir la possibilité d'en discuter, l'ampleur et le calendrier. » Donc on se retrouve avec un certain nombre d'élus, dont Laurent et Bernard, à la fin de la réunion avec la directrice régionale, et nous allons sur place. Donc, elle commence par nous dire, et je vais vous lire le début de la phrase, qu'on était parfaitement informé du sujet, et que donc, d'une certaine manière, circuler, il n'y a rien à voir, puisque vous avez l'information. Donc, je lis la première partie du courrier. Tout d'abord, je vous redis que je ne disposais pas d'informations précises sur votre projet, jusqu'au mail reçu de votre collaboratrice le 7 janvier. Donc, vous voyez, moi j'ai l'information factuelle des travaux le 7 janvier. Je lui réponds le 11 janvier, on la rencontre le 10. Vous avez transmis le 20 novembre un communiqué de presse qui ne concernait que la forêt de Longeville, parcelles 15, 16 et le 10 décembre 2018, un communiqué de presse qui traitait des travaux hivernaux sur les dunes des Pays de la Loire. Quand ils disent qu'ils ont communiqué, ils communiquent sur des généralités. Certes, nous souhaitons que notre forêt fasse l'objet des travaux qui s'imposent, notamment pour la sécurité et la bonne qualité environnementale du massif. C'est ainsi que nous avons débattu à l'époque des travaux réalisés au cours de l'hiver 2013-2014 par l'ONF sur la parcelle 52. Vous savez qu'il y a une partie de travaux qui ont eu lieu sur la parcelle 52. Celle-là avait été discutée avec eux en temps et en heure. Si la question classique et généraliste de l'entretien de la forêt était possible, si la question classique et généraliste de l'entretien de la forêt était possiblement abordée lors du comité de massif de la forêt domaniale le 13 juin 2018, ni l'ordre du jour, ni le compte-rendu de cette réunion, ça je l'ai redit plusieurs fois, font écho d'une présentation concrète de travaux à venir, ni dans le détail, ni dans le calendrier. Aucun courrier de votre part à suivre sur ce sujet, si ce n'est un courrier imprécis sur la nature des régénérations et améliorations du 13 novembre 2018. Vous ne pouvez donc affirmer, comme vous avez tenté de le faire, je le dis de manière tout à fait désagréable, que je disposais de l'information précise sur votre programme de travaux. Donc ça, c'est, vous voulez, sur la partie, on vous l'a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Nous disons non, cette question n'a pas été abordée avec la commune, même si, on le sait, hein, on ne pèse que dalle. Hein, c'est pas notre propriété, nous on n'est que des petits maires ou des petits élus, circuler, il n'y a rien à voir. C'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, vous avez d'ailleurs noté que disposant de ces informations d'ailleurs imprécises par transmission d'un communiqué ou projet de communiqué en début de semaine, j'ai immédiatement réagi par mail prouvant ainsi l'extrême sensibilité locale sur le sujet. Quand on nous donne des infos concrètes, on ne les laisse pas passer. Moi, je vous dis, j'ai réagi dans la journée. J'ajoute par ailleurs que nous sommes ici respectueux de la loi, habitués à chaque modification du paysage communal ou projet municipal, à de nombreuses consultations et enquêtes publiques, 3 uniquement pour l'année 2018. Laurent vient de nous raconter le chemin de croix pour le port, je vous ai raconté celui pour les pistes cyclables, et vous imaginez qu'on arrive à la tronçonneuse dans une forêt sans autre consultation qu'un mail sur un projet de communiqué de presse. Ce n'est pas acceptable. Je n'imagine donc pas qu'un projet aussi structurant pour notre paysage et l'importance de la forêt ouverte publique pour le tourisme se décide sans une concertation organisée. Comme élu légitime du territoire, je l'attends et le revendique au nom de mes concitoyens. Une fois ces précisions faites, je vous rappelle, parce que lors de la discussion, on a fait des propositions pour avancer, parce qu'on n'était pas dans une posture, non pas question. On lui a dit, écoutez, on sait qu'il y a besoin de travaux de sécurité, pas qu'un arbre tombe sur la tête de quelqu'un, on sait qu'il y a besoin de travaux de régénération dans cette forêt, pour que notamment les arbres les plus hauts puissent vivre, même si notre forêt est âgée. Hein, elle est récente d'une certaine manière, mais elle est âgée. Donc nous avons fait des propositions concrètes. Si une coupe s'impose sur ces parcelles, c'est, vous me l'avez affirmé, d'abord pour des raisons de sécurité. Alors, cette phrase, elle n'est pas neutre. C'est que, vous savez que l'ONF est par ailleurs un établissement public, industriel et commercial. Et de temps en temps, il y a d'ailleurs des mouvements sociaux au niveau national de l'ONF. Je vous le donne l'info, hein, le directeur général a demandé sa mise à la retraite, hein, il y a 3 jours.
Donc il y a une entreprise qui est secouée par des mouvements internes, où certains pensent que l'ONF est plus industriel du bois que protecteur de la forêt. Donc si on me dit des parcelles s'imposent pour des raisons de sécurité, nous insistons sur ce point-là. Cette question marque au quotidien l'action municipale, la sécurité, et vous me permettrez de vous éviter des effets déclaratifs inutiles. Quand on nous fait, comme elle l'a fait, mais monsieur le maire, vous ne pouvez pas laisser des questions de sécurité comme si on était des inconscients. Bon, il y a un moment, ça va bien, je ne l'accepte plus, parce que ces questions de sécurité, on les gère bien mieux que tous les établissements publics de l'État réunis. Aussi, si des coupes de sécurité s'imposent, je vous demande préalablement, je souligne le préalablement, sur un échantillon de parcelles, de m'indiquer l'ampleur du chantier. Je voudrais bien d'ailleurs ajouter, à l'aide d'un autre marqueur, l'ampleur souhaitée par l'ONF de coupe liée à la régénération. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? De nous prendre un échantillon sur 100 mètres, de nous dire ce qui est en blanc, c'est une coupe de sécurité, ce qui est en rouge, c'est une coupe de régénération, avant de lancer le chantier. Ainsi, je pourrais évaluer factuellement les conditions et l'acceptabilité du projet, conditions préalables indispensables avant un chantier. Vous n'avez pas validé lors de notre rencontre cette proposition permettant pourtant de vous indiquer les limites acceptables du projet pour la commune. Je le regrette et vous indique que dans l'état actuel de votre position, je m'oppose formellement aux travaux que vous souhaitez entreprendre. Je vous invite à en informer l'entreprise chargée de ce chantier, que nous ont dit, c'est on marque et l'entreprise arrive. Autant dire que la discussion, la négociation n'existe pas. J'invite à en informer l'entreprise chargée de ce chantier afin d'éviter des dépenses inutiles. Une médiation s'impose donc à cet effet. Et je mets en copie Monsieur le préfet de la Vendée, des représentants de l'ensemble des services de l'État, qui n'a pas tellement la main sur l'établissement public ONF, mais enfin, c'est rare, ainsi que Madame la députée de la circonscription, Mesdames et Messieurs les sénateurs, car le sujet, comme d'ailleurs d'autres avec l'ONF, je pense au plaquelage, pourrait utilement conduire à des arbitrages ministériels. En tant que maire, je regrette de ne pas aboutir dans la relation simple avec l'établissement public de l'État que je respecte. Voilà, donc ça c'est parti le lendemain de la rencontre. Depuis, je n'ai aucun écho. Moi, il faut que je m'absente 15 jours et je demande à l'équipe d'être en veille, y compris de prendre des arrêtés d'interdiction de passage d'engins lourds. Si l'ONF décide sur les voiries, on peut le faire, en tirant le droit par tous les bouts, mais vous comprenez bien qu'on est là dans un bras de fer qui n'est pas simple. J'ai prévenu le sous-préfet qui m'a indiqué les difficultés que l'État rencontrait, l'État normal, j'allais dire rencontrait avec l'établissement public ONF, qui vit dans une poche d'autonomie. La directrice régionale m'a invité à rencontrer pour des médiations son directeur qui fait l'interrégion. Je lui ai indiqué que si j'avais à rencontrer quelqu'un à Paris, c'était le ministre de l'Agriculture ou son cabinet qui avait la tutelle de l'ONF. Voilà, je voulais vous donner ces infos parce que, en même temps, je dramatise un peu. Vous comprendrez que cette dramatisation elle a aussi pour objectif de faire en sorte que l'ONF, quand ils vont arriver, parce qu'ils vont arriver, c'est leur forêt, c'est leur propriété, ils vont être assez prudents sur la bombe à peinture. Parce qu'ils savent que nous sommes excessivement vigilants sur les coupes annoncées. Mais il faut être vigilant, je dis, au quotidien sur cette situation sur laquelle il faut veiller. Voilà. Laurent? Oui, je voulais dire, il y a juste un petit truc, j'ai fait couper la parole pour le dire, c'est que pour que le côté dramatique, il n'est pas si dramatique que ça, moi je trouve qu'il est assez factuel, c'est que quand on s'est baladé dans la forêt, on s'est rendu compte qu'à certains endroits, c'était 4 arbres sur 5 qui allaient être coupés. C'est ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de dire il faut nous avertir avant que vous fassiez des travaux, ce que tu viens de dire, mais parce que s'il était que ça, on serait pour le coup dans la posture. C'est pas ça. C'est que on a commencé à s'y mouvoir sérieusement quand on a regardé le nombre de tags allés dans la forêt prenez-vous. Vous verrez qu'à certains endroits, certains, pas partout, il y a pratiquement sur 3 arbres, sur 5 arbres, il y a 4 arbres qui sont tagués. Donc grosso modo, vous allez avoir une forêt de cure-dents. Hein. Et que quand sur certaines parcelles, on dit non, mais il n'y aura que ça. Sur d'autres, ils n'ont pas encore passé les coups de bombe. Donc ça veut dire que ça peut être vraiment impactant sur l'image que vous avez dans votre propre forêt. Donc c'est pour ça qu'on leur a demandé d'aller sur place, de nous montrer ce qu'il en était. Quand ils nous l'ont montré, ils étaient dans une sorte de facilité parce qu'on était dans la parcelle en fait qui avait déjà été éclairée. Donc où il y a un peu moins. Voilà.
en sachant que leur volonté est apparemment de dire que si le pain repousse, tant mieux, mais s'il ne repousse pas, tant pis. Hein, puisque vous savez que, comme le disait monsieur le maire, pour qu'un pain puisse pousser, il faut de la lumière, donc on comprend la coupe, évidemment. Mais le problème, c'est que pour qu'un pain pousse, il faut qu'il y ait un pH neutre. Ça veut dire qu'il faut que ce soit du sable, et pas de l'humus comme il y en a. Donc il n'y a que les chênes verts qui repoussent, qui peuvent être très jolis, les chênes verts, mais il va falloir un temps certain avant que... Un chêne vert, c'est entre 200 et 7 siècles. Hein. Enfin, 2 siècles et 7 siècles, un chêne vert. Un pin, c'est 80 années. Donc la pousse n'est pas la même, évidemment. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit il faut quand même faire attention, parce qu'on sait que les travaux ont commencé en février, fin février, et début mars. Et que si on avait laissé faire avec ces peintures à l'éboire qui sont un peu partout, il est fort possible que vous ayez une lumière. Alors, en discutant avec eux, à un moment, elle a dit non, mais c'est pas plus d'un sur deux. Et donc la vraie difficulté, c'est qu'il y a une perte de confiance. Moi, je n'ai plus confiance. Et c'est pour ça que je voulais un marquage préalable pour vérifier si on est sur 3 sur 4 ou si on est sur 1 sur 2. C'est pas pareil. Voilà. Je voulais vous donner l'info parce que j'en ai dit un mot au repas des aînés, mais c'est un sujet qui ne suppose pas de délibération, mais ce qui suppose de la veille de notre part. Merci pour votre écoute. Alors, Jean-François, tu voulais dire un mot? Deux choses peut-être. La première, à propos du Conseil des sages, l'occasion de porter à la connaissance du Conseil la désignation d'Alexis de Villez, ce qui d'ailleurs permet d'occuper les 15 sièges du Conseil. Et les 15 sièges sont occupés. Je rappelle juste qu'il reflète, on essaye qu'il reflète à peu près les différentes composantes démographiques de la commune, autant d'hommes que de femmes, autant d'actifs, etc. On n'y arrive pas forcément. Actuellement, il y a 9 femmes et 6 hommes. Il y a 12 retraités et 3 actifs. C'est la faute dans sa C'est la commune. Oui, mais effectivement, c'est pas équilibré, mais c'est un fidèle reflet de la démographie de la commune. Des actifs retraités. Des actifs retraités. Ou des retraités. Il y a quelques retraités actifs, d'accord. Bon, c'est pas le temps de faire un bilan, surtout en fin de séance comme ça. Simplement dire 2 mots, y compris par rapport au débat public qui existe là et ailleurs, que finalement, au cours du temps, le Conseil s'est montré comme un lieu où ça débat, où les uns et les autres apportent des idées. Peut-être que s'il ne fait pas assez de bruit, mais peut-être que précisément parce qu'il ne fait pas plus de bruit qu'il ne faut, il a petit à petit tissé sa toile, et qu'au moment où, comme on l'a vu hier, à l'occasion du débat public qui a eu dans cette salle, où une 50aine de personnes étaient réunies, et un compte-rendu sera sur le site, donc je n'en dis pas plus, à l'évidence, la notion de débat public en dehors, à la marge, c'est pour ça que je prends la parole qu'en fin de séance, des instances élues, représentatives, qu'est le conseil municipal, est en train de s'implanter et de se généraliser. Et c'est intéressant de se rendre compte que cette évolution se fait en lien avec l'existence du conseil de développement au sein de la communauté de communes, la Comcom, lequel travaille simultanément avec un résultat que je trouve intéressant. En moins d'1 an, puisque la signature du contrat local de santé va avoir lieu mardi, avec la venue du directeur général de l'ARS à Saint-Hermine pour signer avec la présidente de la Comcom, en moins d'1 an, ils ont fait un contrat local de santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un contrat local de santé, ni sur ce que ça apporte réellement pour l'organisation des soins et de des soins et de la santé en général. Mais voilà, c'est l'existence petit à petit de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, cette forme de démocratie participative. Et puisque je dis un mot de santé, je ne peux pas m'empêcher, si vous permettez, monsieur le maire, de dire qu'on rentre, maintenant je reviens sur le problème des besoins de santé à La Faute-sur-Mer et à Lyon-sur-Mer. C'est une information qui repose sur des informations privées, donc vous verrez que je vais être elliptique, mais les médecins, enfin la couverture médicale dans les semaines qui viennent va être problématique à La Faute et l'Aiguillon.
l'un d'entre eux s'arrête mais est remplacé. On espère que la césure sera directe, immédiate. Une autre s'est arrêtée pour des conditions très personnelles, et un troisième s'est arrêté aussi en ce moment, de façon transitoire, au point de dépendre actuellement, la couverture dépend d'un remplaçant, j'allais dire titulaire, un remplaçant titulaire, puisque c'est celui auquel les uns et les autres font appel très régulièrement. Moi, je suis venu là pour les semaines qui viennent, très inquiet, au point que je suis en train de prospecter aussi bien avec l'ordre des médecins qu'avec les différentes structures, mais on rentre dans une période, alors qu'on avait l'impression, il y a à peine 3 mois, qu'on était à peu près équilibré, ce point-là n'est jamais acquis. Voilà, pardon d'avoir débordé un tout petit peu. En ne mélangeant pas le conjoncturel et le structurel. Oui, bien sûr. Mais le constat est triste parce que c'est national. On entendait pour hier qui parlait que comme il n'y a plus de docteurs ils vont aux hôpitaux, et le problème de santé dans l'hôpital, il est aussi vachement drastique et dangereux pour eux, ils en ont marre. Ils sont lessivés. Tout à fait. Bien, merci pour ces informations. Effectivement, sur l'information de la réunion d'hier soir, qui a été couverte, je dis pour ceux qui ne savaient pas, qui a été couverte puisque nous étions, je crois, la première, on n'a pas fait exprès, commune de Pays de la Loire à ouvrir le débat public. Donc France 3 et Télé-Vendée, Ouest de France rapporteront ce midi et ce soir et je crois demain le débat, dont je souligne moi la bonne tenue et la qualité. Voilà. Donc c'était pas gagné d'avance, c'est des situations compliquées. Mais je trouve que si ça augure ce qui se passera ailleurs, c'est positif. On s'est attaché, et tout le monde a joué le jeu, à transformer et à demander aux participants de transformer les contestations, les inquiétudes, les impatiences en propositions. À chaque fois qu'il s'exprimait un mécontentement, on disait, bon, donc acte, sans le commenter, mais qu'est-ce que vous proposez pour que, dans le travail que fera Jean-François cette semaine, on puisse relayer des propositions. Le travail étant un compte rendu de ce qui s'est dit et mis sur le site à la fin de la semaine prochaine. Des questions? Oui, on voudrait rajouter un soutien à Madame la députée, parce que je trouve ça dégueulasse d'aller s'attaquer à des gens personnellement. C'est odieux. C'est d'autant plus vrai qu'elle a des pépins de santé qui ne sont pas liés du tout à la crise. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Comme si j'étais pas content avec eux, c'est n'importe quoi. Il y a déjà un mur, ça s'appelle. On crève les pneus. Ah bon? Oui, 4 fois. Ah bon? 4 fois. On crève les pneus, mais bon, 4 fois. Ah ouais, c'est vrai. Quand il y a quelque chose à dire à quelqu'un. 3 fois, moi. Ah oui, puis je ne vais pas vous dire comment on fait. Sur la commune. Oui, avec j'ai deux cas, enfin toi c'est aussi d'ailleurs, c'est la même chose tous les deux, c'est soit on est garé face à un mur, donc on est obligé que de reculer et il y a un trou qui est juste derrière, ou compliqué, ou alors il y a le truc qui est extraordinaire, c'est le clou sur le flanc du pneu. Non mais le clou sur le flanc du pneu, c'est flagrant, bien sûr. Voilà, mais ça c'est pas très grave. Si, ça devient, oui, c'est grave, c'est grave. C'est surtout emmerdant. J'ai une voiture qui a des pneus qui ne se crèvent pas. Ça va bien. Alors moi si. Une flat, alors c'est emmerdant parce que tu retrouves te bousiller, comme c'est un 4x4, il faut changer les câbles. Et l'autre, un samedi matin, c'est chiant, effectivement, quand tu as autre chose à faire. Allez, y a-t-il des questions? Christophe, merci pour ta contribution. On va dire à la députée, parce que la rencontre au l'ONF. Y a-t-il, oui, des questions? Alors attends. Vous voulez revenir sur les toilettes, là. Si vous les rénovez, vous pouvez isoler bien les conduites, de façon à les laisser ouverts l'hiver. Il y a beaucoup de preneurs ou de marcheurs qui rouspètent, qui ne peuvent pas aller aux toilettes l'hiver. Il y a surtout qu'il y en a. Il faudrait voir à ce que ça soit isolé pour pouvoir les laisser ouverts. Les toilettes, c'est surtout les toilettes du terrain de boule. Oui, l'assistance. Alors là, les deux qu'on a visés, c'est celui de la mairie et celui de Casino. C'est pas
Mais c'est vrai que ça serait bien que tu essayes. Ok. Non, mais celui-là du bout, c'est d'ouvrir début mars, après, il y a Oui, pas de gelée, ça. il faut l'ouvrir hors gel. Ouais. Voilà. Pas comme Même celui-là, les gens, quand ils sont malades, c'est pas Il n'y a plus de questions conseil municipal. Une question, monsieur? Ça concernait le vandalisme dont vous avez été l'objet. Y a-t-il eu d'autres faits semblables sur la commune? Hors ceux que vous venez de relater. Oui, donc c'est ciblé. C'est ciblé, voilà ce que je voulais dire. Oui, en plus, enfin, comme le dit Laurent, moi une fois de côté, voilà, ma voiture était là, mais comme ça ne se dégonfle pas, parce que c'est un monsieur avec qui j'avais rendez-vous qui, en ressortant, me dit, vient me voir, me dit, venez voir votre pneu, parce que bon, le clou il est enfoncé sur le côté, il ne peut pas venir naturellement comme ça. Et puis, ben, 2 fois avec, parce que le garagiste il enlève là-bas, c'est malheureusement très simple à faire. Hein. Vous prenez un écrou avec un... Dis pas tout. Non, ben voilà. C'est facile. Voilà. Arrêtez, on est... J'ai failli me porter plainte, mais le problème c'est le temps qu'on passe, parce que on peut encore perdre... Moi, je dois rien dire. Déjà une demi-heure à faire ça. Hier, j'étais à une réunion, hier soir, où j'avais un gars qui était à côté de moi, il avait un sac avec des cours de tapissier et un marteau. Là. Non, mais il ira C'était une réunion de tapissiers. Des tapissiers, une question, s'il vous plaît, là. Oui, à propos de la Ligue Ouest et de la cyclable du chemin piétonnier, outre le fait que je regrette qu'on ne puisse pas lier le fait du travail complémentaire des pales planches pour pouvoir justement aménager ce paletage et compagnie, je pense qu'il y aurait moyen de... Mais je sais que c'est des travaux, c'est 2 dossiers quasiment différents. Est-ce qu'il serait possible de mettre des panneaux d'information, parce que je crains fort, même si vous êtes optimiste que ça soit fait d'ici l'été, je crains fort que ça ne retienne pas la route, on ne retienne pas les délais, et donc il serait possible de mettre des petits panneaux très simples, comme ceux qui sont pour l'accès avec des photos, qui sont très bien d'ailleurs au passage, je me permets de le dire, les petits panneaux avec des photos pour expliquer ce qui va être ou ce qui va advenir de ce passage piéton cycliste. Parce que moi je suis tout le temps sur ce point-là et chaque fois les gens me demandent, je veux bien donner des informations, mais ça serait bien mieux si je suis aidé par un panneau qui explique. Très bien, merci de la proposition. On va le faire. Et d'ailleurs, on le fera en rajoutant la nécessité de ne pas franchir la benne Henriette et les risques liés. En utilisant le gros panneau sur lequel il y a le financement. Hein, très bonne idée. Merci pour votre contribution. Pas d'autres questions? Moi, excusez-moi, je voudrais savoir qui va s'occuper de remettre en état les trottoirs ou les coins de rue où il y a l'eau, l'électricité qui creuse. Vous allez devant le restaurant Le Canot, c'est franchement dégoûtant. Est-ce que pour l'été, il va y avoir quelque chose, enfin je parle de cet endroit-là particulier, vers chez Jean-François, il y a eu une découpe dans le goudron, ça a été bouché comme ça. On a une commune qui est pas nette, vraiment pas nette. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fait avant l'été pour que les personnes apprécient un peu plus notre commune? Alors, qui est responsable de ces... Alors, je peux répondre sur 2 choses. Donc, sur les travaux qui ont été engagés, par exemple sur le Canot ou ailleurs, c'est des travaux qui sont engagés par Vendéo, sur des remplacements de canalisation d'eau potable, pour le Canot entre autres. Le souci principal qu'on a lorsqu'on fait une réfection de voirie, c'est qu'il faut qu'on laisse un délai suffisamment long entre le rebouchage donc, de la tranchée et la réfection. Je suis favorable à laisser un temps le plus long possible, voire d'1 an. Parce que on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait des réfections rapides, de 3 mois, 4 mois, 5 mois après les travaux, et pourtant au salon, on est obligé de revenir l'année suivante. Parce qu'il y a des affaissements naturels qui se font, on a mis en mouvement du sable, on a beau le remettre et le tasser, ça bouge. Donc on a ce temps qui fait qu'on a souvent, on met ce qu'on appelle de l'enrobé à froid, on met une espèce de plâtre, comme on dit, noir, pas très esthétique, qui évite de s'enfoncer des pieds au moins dans le sable. Et souvent on s'arrête là et on laisse ça pendant 1 an et à ce moment-là on fait une vraie réflexion au bout d'1 an. Il y a vraiment un suivi au bout d'1 an? Alors, c'est vrai qu'il arrive quelquefois que les entreprises qui sont en charge de faire ça oublient. Il faut leur rappeler à l'ordre. Parce que devant chez monsieur Girard, c'est dangereux. Franchement, dans le virage, ça fait plus d'1 an et il n'y a pas de suivi. Donc, je demande qui est bien responsable et que ça ait un suivi très important.
pour la commune. D'autant plus qu'il y a beaucoup de cyclistes là-bas. Et puis, Oui, le vélo dérape. Et Jean-François, il faut aussi mesurer dans le temps, considérant que si les entreprises d'une part faisaient le travail de façon adéquate, il n'y aurait pas de problème majeur. Ça veut dire qu'au lieu de tasser une tranchée avec un godet de pelle, ça s'est jamais vu, ça tiendra jamais. S'ils font un compactage farfouche de 15 cm, ta tranchée, 2 mois après, tu peux la finaliser. Et encore, on a de la chance d'avoir du sable. Et encore, on a de la chance d'avoir du sable. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, aujourd'hui, Enedis et ses sous-traitants, on ne maîtrise plus rien. Ben, je sais, non, mais je sais. Orange et ses sous-traitants. Non, mais c'est nous qui sommes commanditaires des travaux, c'est nos entreprises, on les maîtrise bien. Et on les maîtrise dans le temps. Ben ouais, non, mais je sais. Encore quand ils prennent le pot. Bon, peut-être quand même. Parce que c'est à l'ouverture de notre. C'est au début de la commune, franchement, c'est une catastrophe. Prenons ces deux exemples pour leur dire de faire le travail correctement. Ils ont quand même besoin de nos autorisations pour accéder au domaine public. C'est Jean-François, c'est une part dangereux, considérant que les gens qui sortent de donner de la ville, en vélo quand t'as des gamins, t'arrives presque dans ce... Ça descend en plus là. Et ça descend. Ils vont vite. Une autre question? Non, je trouve que déjà s'il y avait une suite, ce serait bien. On va essayer, madame. Oui, en soulevant l'aspect sécuritaire pour les couples labellisés. Tout simplement. Pierre, point de vue sécurité, je crois que j'en ai parlé à Jean-François l'autre jour. Dans le parc, là, les jeux que vous avez mis, il y a quand même des piquets avec les anciens emplacements qui sont restés, piquets 12, piquets tout, parmi les jeux. Parmi les jeux, il y a des piquets en ferraille, des anciens emplacements, alors, si c'est parmi les jeux, alerte rouge. Mais ça me surprend parce que. Si. Parce qu'en fait, si tu veux, la seule partie ouverte, c'est la partie jeu. Dans les jeux, il y a 2 piquets en ferraille qui sont restés avec un emplacement, c'est marqué 12 dessus. J'ai mon téléphone, j'ai pris en photo. D'accord. C'était avec mes futurs jeux enfants, il faut regarder. Parce que le parc actuellement, on l'a refermé complètement là. On va le fermer parce que il y a. Les jeux sont fermés aussi. On referme les jeux aussi. Il y en a qui tombent dessus. Il reste même une, on appelle ça un truc à eau, là, une fontaine à eau, et pas loin, il y a 2 pieds en. D'accord. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de lever la séance. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci.